Bienvenue au module 1, Gérer ses données. Dans ce module-ci, on va parler de gestion des données de recherche, qu'on appelle aussi GDR. Avant de comprendre ce qu'est la gestion des données de recherche, il faut comprendre ce qu'est une donnée de recherche. En fait, la donnée de recherche, ce qui est important de comprendre par rapport à ça, c'est que c'est vraiment ce qui va être le cœur du projet. Sans données, il n'y a pas de projet. La donnée va vraiment permettre de confirmer ou d'infirmer une hypothèse de recherche. Ça agit vraiment comme preuve ou comme source principale dans le projet de recherche. Et on peut considérer les données de recherche sous plusieurs formats. Par exemple, ça peut être des données d'observation, des données carrément qu'on collecte auprès de participants. Ça peut être des données qu'on collecte auprès d'une tierce partie, par exemple Statistique Canada, etc. Donc, ça peut avoir plusieurs formes aussi. Ça peut être des données textuelles, des images, des vidéos, des échantillons, du codage informatique. Bref, ça peut avoir vraiment une multitude de formats. Maintenant qu'on comprend ce qu'est une donnée de recherche, observons un peu le cycle de vie de la donnée de recherche. Le cycle de vie de la donnée de recherche commence par une phase active. Donc, la première étape du cycle de vie de la donnée, c'est vraiment la collecte ou la création de données. Quand on amorce un projet, on va aller, par exemple, consulter des participants, donc on va recueillir les données. La deuxième étape, c'est le traitement des données. Le traitement des données, c'est par exemple le nettoyage, le triage des données, l'organisation des données, tout ça, c'est le traitement. Et ensuite vient la dernière étape de la phase active du projet, qui est l'analyse ou l'interprétation des données. Et cette étape-là, c'est vraiment l'expertise du chercheur. C'est vraiment là où le chercheur va pouvoir dire si la donnée ou les résultats de la recherche infirment ou confirment l'hypothèse. Dans cette phase active-là, les données sont gérées d'une certaine façon. Par exemple, sont stockées, sont nommées, sont entreposées ou sauvegardées d'une certaine façon. La deuxième étape ou la deuxième phase, disons, du cycle de vie de la donnée, c'est la phase de dépôt ou d'archivage. Et les données, vous le comprendrez, vont être gérées d'une autre façon aussi. Si on poursuit le cycle de vie de la donnée de recherche, donc ça se poursuit après le projet de recherche, sur la conservation de la donnée. Donc, est-ce que la donnée, après le projet, une fois que ça a été analysé, que les résultats de recherche ont été publiés, par exemple, est-ce que la donnée va être conservée? Si oui, quelles données vont être conservées? Parce qu'il y a des données qui peuvent être détruites, par exemple, et il y a des données qui peuvent être conservées. Donc, ça va être un peu de voir, est-ce qu'on doit protéger les données? Est-ce qu'on doit les conserver à long terme? Est-ce qu'on doit donc en assurer une préservation ou non? On va réfléchir aussi à l'accès. Donc, est-ce que ces données-là, est-ce que certaines données vont avoir un accès au public, aux autres chercheurs, ou au contraire, vont avoir un accès très, très limité? En bout de ligne, si, par exemple, la donnée est accessible à d'autres chercheurs et qu'on veut une réutilisation des données, en fait, il y a justement l'étape dans le cycle de vie de la donnée de recherche, l'étape de la réutilisation. Donc, les données, si elles ont été partagées, par exemple, vont pouvoir être réutilisées pour un autre projet de recherche et on recommencerait le cycle de vie de la donnée de recherche pour un autre projet de recherche, par exemple. Le cycle de vie de la donnée de recherche permet de comprendre un peu les différentes étapes à laquelle les chercheurs vont devoir se confronter pour bien gérer les données de recherche, pour faire une bonne gestion de leurs données. La première étape, c'est vraiment avant le projet, donc en amont du projet. Il faut prévoir, il faut planifier, donc il faut réaliser ce qu'on appelle un plan de gestion de données ou un PGD aussi également. Il existe des formations à cet effet dans le site Suivre une formation, sur la page Suivre une formation dans le site de la bibliothèque. Donc, le plan de gestion de données, c'est quoi? C'est vraiment un formulaire ou différentes questions qu'on va se poser en ce qui a trait à la façon dont on va gérer nos données. Du début jusqu'à la fin du projet et même après le projet, comment on va les conserver. Donc, on se pose différentes questions et on prend des décisions, on justifie nos décisions en amont du projet. Pourquoi? À quoi ça sert? Bien, c'est justement pour essayer de prévoir les coûts dont on va avoir besoin ou les infrastructures dont on va avoir besoin, mais également pour avertir, par exemple, des futurs participants sur ce qui adviendra de nos données. Donc, où vont se trouver nos données, comment on va les traiter, etc. Donc, le plan de gestion de données sert à ça. Mais également, en amont du projet, le chercheur a la responsabilité d'obtenir les autorisations nécessaires pour mener son projet et pour bien gérer ses données, en fait, pour
une fois que son projet va être commencé. Donc, par exemple, la certification éthique qu'il doit obtenir si le chercheur fait un projet impliquant des participants humains et également le formulaire de consentement qui va être remis aux participants. Donc, bien sûr, ça, c'est pour les projets qui impliquent des êtres humains, mais pour tout autre projet, il existe des autorisations que le chercheur doit aller chercher, par exemple, pour aller sur un certain territoire pour récolter des échantillons, par exemple. Donc, le chercheur, en amont du projet, doit s'assurer de respecter toutes les exigences légales à ce niveau-là et éthiques. Pendant le projet de recherche, le chercheur devra également suivre des bonnes pratiques pour avoir une gestion efficace de ces données de recherche. Quand on pense, par exemple, à la sauvegarde ou au stockage des données, le chercheur doit choisir un endroit pour stocker les données qui soit le plus sécuritaire possible. On a ici des infrastructures à l'UQTR comme OneDrive ou Teams qui permettent justement de bien sauvegarder les données de façon sécuritaire puisqu'il y a une double authentification pour accéder aux données et les données sont stockées et sauvegardées fréquemment. Donc, on peut penser à utiliser ce genre de dispositif-là. Quand on pense au format aussi, le chercheur est encouragé à utiliser des formats ouverts et pérennes. Qu'est-ce qu'on veut dire par des formats ouverts et pérennes ou non propriétaires aussi? Donc, c'est ce que je veux dire par là. Si on pense, par exemple, à un format comme un tableur, OK? Des données dans un tableur, mais en fait, on peut enregistrer nos fichiers sous un fichier Excel ou un fichier CSV, par exemple. Mais il est encouragé pour les chercheurs d'enregistrer sous un fichier CSV parce que c'est un fichier ouvert qui peut se lire avec n'importe quel logiciel de tableur. Si on enregistre un fichier de données sous Excel, par exemple, c'est ce qu'on appelle un fichier propriétaire. Donc, c'est-à-dire que pour lire les données, j'ai besoin d'accéder à ou d'avoir un logiciel qui appartient à Microsoft. Donc, c'est moins pérenne, c'est moins ouvert parce que ça ne permet pas d'être lu par n'importe quel logiciel, n'importe quel tableur. Bon, évidemment, Excel, c'est quelque chose qui est toléré parce que c'est utilisé par beaucoup de gens, mais cela dit, si on a des logiciels plus spécialisés, on essaie vraiment d'aller vers des formats de fichiers qui sont le plus ouverts possible et non propriétaires. Pendant le projet de recherche aussi, la façon dont on organise les fichiers, dont on nomme les fichiers, c'est vraiment important. On essaie d'avoir une organisation cohérente et logique, donc de rassembler les fichiers, par exemple, sur les fichiers bruts au même endroit, les fichiers analysés sur le même endroit, etc. Et il y a plusieurs bonnes pratiques, là. Vous pouvez aller vraiment consulter le guide sur la page de la bibliothèque, le guide sur la gestion des données de recherche qui va vous permettre de savoir qu'est-ce qu'on peut faire dans les bonnes pratiques pour bien organiser nos fichiers de données. Par exemple, si on pense au nommage des fichiers, on ne met pas des noms de participants dans le nom des fichiers. On essaie de trouver des noms courts, révélateurs, pertinents par rapport aux fichiers dont il est question. Et aussi, on évite d'utiliser des acronymes qu'on ne comprendrait pas dans 2 ans, par exemple. Donc, si on suit ces règles-là, on a une gestion efficace des données pour nous-mêmes, mais pour les chercheurs aussi qui voudraient consulter nos données. Et quand on crée notre ensemble de données, quand on travaille nos données, c'est important de joindre à notre ensemble de données un fichier Lisez-moi ou encore un dictionnaire de données. C'est ce qu'on appelle de la documentation là, qui va accompagner nos données pour permettre une interprétation plus facile des données, une mise en contexte des données. Donc, je vous explique un peu ce qu'est le fichier Lisez-moi. Le fichier Lisez-moi, c'est un fichier texte, donc il va s'ouvrir par n'importe quel logiciel de traitement de texte. Donc, c'est un fichier texte qui va permettre il va renfermer certaines métadonnées qu'on appelle, donc c'est des informations sur les données. Donc, ça va permettre de mettre en contexte les données, de bien les comprendre. Par exemple, on va intégrer dans le fichier Lisez-moi les informations sur le nom du projet dans le cadre des données. On va, par exemple, avoir des informations sur l'auteur des données, la façon dont on peut rejoindre l'auteur des données aussi, ou le chercheur, si on veut. Il va y avoir des informations sur la date de collecte des données, l'endroit de collecte des données, sur la façon dont les fichiers sont organisés, dont la façon, je ne sais pas, la méthode, par exemple, pour pouvoir lire les données, pour pouvoir les comprendre, etc. On peut aussi intégrer dans le fichier Lisez-moi ou en faire un document à part, un dictionnaire de données. Et un dictionnaire de données, qu'est-ce que c'est? C'est en fait quand on a différentes variables, souvent codées d'ailleurs, dans différentes colonnes, par exemple, dans un fichier Excel,
tous les codes qu'on va donner à nos différentes variables, bien, on veut les décrire dans un dictionnaire de données. On va leur donner une définition, une explication détaillée pour que d'autres chercheurs qui voudraient lire nos données ou les comprendre puissent bien les comprendre, bien les interpréter. Donc, c'est pendant le projet les différentes bonnes pratiques que le chercheur doit suivre. Après le projet de recherche, il y a également d'autres bonnes pratiques à suivre. Donc, on pense notamment à la conservation et à la destruction des données, un peu comme je le mentionnais précédemment dans le cycle de vie de la donnée de recherche. La donnée de recherche va pouvoir être en partie peut-être, donc il y a peut-être une certaine partie des données de recherche qui vont pouvoir être détruites selon la nature du projet et d'autres qui vont être conservées. Ou vice-versa, ça peut être tout détruit ou tout conservé. Mais bref, il faut quand même appliquer les différentes exigences qu'on s'était données ou les différents engagements qu'on avait pris dans notre plan de gestion de données à la base. Pour respecter ces différents engagements-là, il faut réaliser les différentes actions qu'on avait prévues. Quand on pense à la conservation des données, par exemple, il faut penser à la façon dont les données vont être, par exemple, anonymisées, dépersonnalisées, etc. Où les données vont être stockées aussi, etc. Et l'accès qu'on va donner à différentes personnes aux données. Par exemple, justement, on peut décider de déposer les données dans une plateforme qui va permettre le partage de nos données. Donc, sur les plateformes, il y en existe vraiment beaucoup, des dépôts de données qu'on appelle, donc des dépôts de données de recherche. Par exemple, Borealis. Borealis, l'UQTR a une collection dans Borealis et vous pouvez consulter votre bibliothécaire disciplinaire ou la bibliothèque pour avoir du soutien pour déposer vos données dans Borealis. C'est un dépôt multidisciplinaire, donc ça peut être n'importe quelle discipline de l'UQTR. Et ensuite de ça, quand vous déposez vos données et que vous les partagez, vous n'êtes pas obligé de les partager, mais ça peut être un plus, selon la nature du projet, évidemment. Quand vous déposez et partagez vos données, vous pouvez leur attribuer une licence ouverte ou non. Mais la plupart du temps, la licence ouverte est notamment mise de l'avant ou encouragée, selon la nature du projet, par les différents organismes subventionnaires. Une licence ouverte permet une réutilisation des données sous certaines conditions. Donc, vous pouvez choisir vos conditions. Pour ça, vous pouvez vous renseigner sur les licences Creative Commons, entre autres. Et il existe des formations à la bibliothèque pour en savoir davantage sur les licences Creative Commons. Maintenant que vous avez un portrait de ce qu'il faut faire avant, pendant et après le projet de recherche en matière de gestion des données de recherche, on va se pencher sur ce sur quoi il faut porter une attention particulière. Donc, si votre projet de recherche contient des données à caractère sensible, il faut prendre encore plus de précautions. Quand on parle de données à caractère sensible, on parle de données autochtones, de données personnelles, de données confidentielles, donc des données qui ne sont pas nécessairement par rapport à des personnes, ça peut être par rapport à des institutions, etc., mais ce sont des données qui sont confidentielles, donc doivent être accessibles à certaines personnes seulement. Donc, des données de propriété intellectuelle aussi, si vous avez, dans le cadre de votre projet, signé un contrat, par exemple, avec des tierces parties pour faire une utilisation responsable de vos données. Donc, vous avez certaines conditions à respecter, possiblement. Donc, toutes ces données-là vont être des données à caractère sensible sur lesquelles il faut se pencher là, quand on pense à la façon dont on va les stocker et les utiliser. À ce moment-là, bien, il y a différentes stratégies qu'on peut adopter aussi. Par exemple, selon le contexte, évidemment. Donc, si on a des renseignements des données personnelles, par exemple, parce qu'on a fait signer un formulaire de consentement à des participants humains, bien, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait avec les données? On peut choisir soit de les anonymiser. Donc, les anonymiser, ça veut dire de les coder. Donc, Madame Untel va avoir un code, donc ce ne sera pas son nom qui va être mentionné, qui va être conservé, mais bien un code, par exemple, participant 1. Donc, participant 1 va être son nom de code, mais la clé d'identification pour associer participant 1 à Madame Untel, bien, à ce moment-là, ce code-là va être supprimé définitivement. C'est ce que ça veut dire l'anonymisation. Donc, il n'y aura vraiment aucun moyen de retracer l'identification de cette personne-là. Il faut penser aussi aux moyens détournés de retracer le code ou de retracer du moins l'identification. Par exemple, si on associe plusieurs facteurs, plusieurs informations, des fois, c'est possible de
de recréer l'information, de faire une triangulation des informations, puis de pouvoir identifier la personne. Donc, on fait attention à ça aussi, mais idéalement, à la base, l'anonymisation ne permet pas de réidentifier la personne. Également, il existe la dépersonnalisation. La dépersonnalisation, en fait, c'est presque le même principe. Donc, on associe un code à un participant, à un nom derrière, mais ce code-là existe encore et il n'est pas supprimé définitivement. Donc, c'est la différence entre la dépersonnalisation et l'anonymisation. Dans l'anonymisation, donc, le code est supprimé définitivement. Il y a différentes stratégies qu'on peut utiliser aussi pour rendre l'accès aux données sensibles très restreint, donc le restreindre à certaines personnes seulement selon la plateforme qui est utilisée ou l'infrastructure de stockage. On porte une attention particulière également aux politiques des éditeurs et aux exigences des organismes subventionnaires. Donc, il y en a plusieurs qui exigent, par exemple, un dépôt de données ou encore un plan de gestion de données aussi, plus pour les organismes subventionnaires. Mais si on pense aux éditeurs, il y en a plusieurs qui demandent le dépôt de données. Donc, c'est important d'y réfléchir en amont. Donc, si on prévoit publier dans une revue X qui exige le dépôt de données, bien, il faut prévoir qu'on va déposer éventuellement nos données. Et quand on parle de dépôt de données, on ne parle pas nécessairement de partage des données. Donc, on peut déposer des données en accès restreint. Donc, c'est seulement sur demande. Donc, les gens qui vont vouloir accéder à nos données auront des conditions à remplir, par exemple, et vont devoir le demander, l'accès aux données. Mais on peut tout de même créer un dépôt de données, donc une espèce de notice ou de fiche dans laquelle les chercheurs peuvent prendre connaissance des différents documents afférents, par exemple du fichier Lisez-moi, etc., pour prendre connaissance des données, puis demander aux chercheurs d'avoir accès aux données brutes, par exemple, dans le cadre de leur propre recherche. Donc, il y a une différence entre déposer les données et partager les données. Il y a vraiment une différence. Donc, l'important, c'est vraiment de lire les politiques ou encore soit les politiques des éditeurs ou encore les exigences des organismes ou se renseigner auprès de votre bibliothécaire pour vraiment respecter les différentes règles à ce niveau-là. Mais c'est important d'y penser à l'avance. C'est ce qui met fin au module 1, gérer ces données. Si vous avez d'autres questions par rapport à la gestion des données de recherche, il y a différentes ressources qui sont disponibles pour vous. Premièrement, il existe un guide, le guide GDR, le guide sur la gestion des données de recherche sur le site web de la bibliothèque. Il existe dans ce guide-là et dans la page « Suivre une formation de la bibliothèque » une formation « Introduction à la gestion des données de recherche » qui est autoportante comme cette formation-ci, dans laquelle vous allez pouvoir apprendre vraiment toutes les bonnes pratiques, un peu plus de façon détaillée, les bonnes pratiques liées à la GDR. Vous pouvez également consulter votre bibliothécaire disciplinaire qui pourra répondre à votre besoin. Et aussi, donc, la bibliothèque offre un service conseil sous 3 aspects. Donc, les questions sur la gestion des données de recherche, que ce soit une question générale ou spécifique, la bibliothèque peut répondre à vos questions. Le plan de gestion de données, donc si vous avez de la difficulté à faire votre plan de gestion de données ou vous voulez un coup d'œil, des commentaires sur votre plan de gestion de données, la bibliothèque fournit ce service-là. Et finalement, l'utilisation de différentes plateformes comme Assistant PGD. Assistant PGD, c'est une plateforme qui sert à remplir, à concevoir un plan de gestion de données, donc à le réaliser, ou encore Borealis, donc la plateforme de dépôt de données de recherche. Et donc, vous pouvez utiliser ces services-là de la bibliothèque en consultant soit votre bibliothécaire disciplinaire ou encore écrire à gdr@uqtr.ca, gdr@uqtr.ca pour poser les questions sur la gestion des données de recherche.